Bonjour. Et bienvenue. Alors le protocole sanitaire est un peu moins compliqué que le système kafkaïen décrit par Judith, mais enfin quand même, il y a eu pas mal de changements en plusieurs jours du côté de l'école. Désormais, on sait que 3 autotests en 5 jours suffiront à un enfant cas contact pour rester à l'école. Quel est le but ? Désamorcer la grève de jeudi dans les écoles, réduire les files d'attente devant les pharmacies ? Monsieur Barbier, notre priorité a toujours été la même. Garder les écoles ouvertes, pas tomber dans la facilité de les fermer et finalement de ne pas faire de protocole, ne pas se préoccuper de comment on accueille les enfants ou comment on les accompagne. Sauf que cette crise, elle nous aura appris 2 choses. Qu'il faut s'adapter au quotidien, s'adapter parce qu'il y a des protocoles qu'il faut qu'ils soient assouplis, personnalisés, quasiment du sur-mesure. Oui, d'une certaine manière, on l'a même territorialisé à un moment. Et à chaque fois, ça se complique parce que le virus est plus fort que nous. Certainement que le virus, aujourd'hui, il nous complique la vie, ça c'est une certitude. Mais il nous aura appris aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de calme et surtout beaucoup d'adaptation. Donc, en 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des remontées de terrain. On a vu les queues, comme tout le monde, comme les parents, autour des pharmacies. Ces queues qui sont de plus en plus longues avec des enfants. On a vu aussi que finalement, donner des autotests aux parents 3 pour permettre un retour et éviter la queue dehors devant les pharmacies est une bonne chose. On a réapprovisionné les autotests. 11 millions, 10 millions vendredi, 11 millions cette semaine, ça a été annoncé par le Premier ministre. Monsieur Barbier, ce qui est certain, c'est que c'est une adaptation qui est assouplie, qui rendra la vie plus simple, en tout cas pour les familles. Mais ce que je vois, c'est que ça va bientôt faire 2 ans que les enseignants s'adaptent jour après jour, et que c'est pas simple. Mais très sincèrement, ce n'est pas simple ni pour les soignants, ni pour les enseignants, ni pour les familles. Et donc on a été très pragmatique. Quand votre enfant il est à l'école, eh bien vous venez le chercher à la fin de la journée. C'est déjà une chose, vous avez l'esprit un peu plus tranquille et pas on vous dire. On n'appellera pas les parents pour leur dire venez vite, ils tous. Non, ce n'est pas la ligne, ce n'est pas le protocole qui a été annoncé par le Premier ministre hier. C'est une adaptation en réalité, puisque c'était ce qui était, on va dire, très largement fait, mais pas tout le temps, pas systématiquement. Pour gagner une après-midi parfois, on pouvait appeler les parents durant la journée. Tout ça est terminé. Une seule déclaration pour les autotests. Alors, une déclaration sur l'honneur. Mais on va pouvoir faire des faux. J'espère, monsieur Barbier, que les parents n'apprennent pas à leurs enfants de faire des faux. Vous faites confiance mais bien sûr. Parce que le plus simple... Vous savez, encore une fois, qui est l'ennemi ? C'est pas nous. C'est pas les enseignants. C'est pas l'école. L'ennemi, c'est le virus. Et donc, j'espère, et nous avons totalement confiance, et dans les familles, et dans leurs responsabilités, pour avoir confiance dans ces déclarations-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'honneur d'une parole donnée? Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre les autotests dans les écoles, et les enseignants testaient les enfants s'ils avaient des craintes, des symptômes ou des contacts? Ça a été une hypothèse, une théorie qui a été évaluée. Maintenant, on connaît la pression sur aujourd'hui le besoin d'autotests et il est logistiquement beaucoup plus pertinent de permettre de s'appuyer sur le réseau des pharmacies et des grandes surfaces d'ailleurs jusqu'à la fin janvier pour le moment, pour accéder plus facilement partout aux autotests, alors même que on aurait pu en enfermer dans certains établissements. Mais si on n'avait pas eu besoin, ça aurait été quand même pas très malin de ne pas pouvoir s'appuyer sur un réseau qui est beaucoup plus vivant et qui répond aux besoins plus proches. D'ailleurs, nous avons jusque maintenant mis à disposition de plus de 600 000 autotests dans les établissements pour le donner aux enfants. Alors, à côté de l'école, il y a les activités périscolaires. Est-ce que les enfants pourront continuer à aller au spectacle ou visiter un musée avec leurs enseignants ? Alors, nous avons quand même recommandé le report des activités en territoire, en espace clos pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on voit le degré quand même de circulation du virus. On sait que il faut faire prendre un maximum de précautions, donc le port du masque est quand même plutôt abaissé dans les activités extrascolaires, périscolaires. Rappelons ce que c'est le temps en dehors de l'école, c'est le matin, l'après-midi, c'est le samedi, c'est les activités après l'école. Faire du sport mais dehors quoi. C'est mieux. Faire du sport dehors, c'est mieux. Vous savez, au bout presque 2 ans maintenant, au bout d'1 an et demi, on comprend tous à peu près quelle est la logique. On se vaccine autant qu'on peut, on se teste un maximum, on garde les gestes barrières et quand on a des pics épidémiques comme cela, eh bien on reprend le maximum en réalité du bouclier, c'est-à-dire on aère les salles, on a à l'extérieur un maximum et on évite un maximum de brassage. Pression aussi sur les cantines scolaires. Certains syndicats réclament leur fermeture et s'envisager. Ce qui est envisagé, c'est évidemment l'intelligence
de tous les jours dans les établissements. Non. Aujourd'hui, on a pu voir qu'on a pu manger dans des classes à un moment donné, que les règles de circulation dans les cantines, aujourd'hui, on sait le faire. Et ça, c'est grâce à qui? Grâce aux collectivités locales qui se sont énormément engagées, grâce aux enseignants qui ont intégré protocole après protocole. On a confiance dans notre école. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas arrêté de s'adapter en même temps que le virus. Est-ce qu'ils seront mieux protégés, ces enseignants? Est-ce qu'ils auront des masques FFP2 bientôt, tous? Vous savez, oui, ils ont été protégés avec plus de 160 millions de masques qui ont été distribués. Aujourd'hui, on s'est toujours appuyé. Vous savez, on n'a aucun dogmatisme, aucune vérité unique ou aucune idéologie sur le sujet. On s'est toujours appuyé sur les réponses des autorités sanitaires. 50 millions de tests, 50 millions de masques FFP1 seront distribués aux enseignants dès la mi-janvier. C'est-à-dire, c'est imminent. Maintenant, pour la question des tests FFP2, ils sont réservés FFP2 parce que les masques chirurgicaux sont des masques les FFP1. Fameux masques bec de canard. Cela, c'est la deuxième version. Aujourd'hui, d'après les autorités sanitaires, ils sont préconisés pour les personnes qui sont proches des gouttelettes, donc des personnes très à risque, soit parce qu'elles sont en immunodéprimées, soit parce que aujourd'hui, ce sont des soignants. Alors Éric Zemmour a parlé école aussi, mais alors lui, c'est pour parler du programme scolaire. Tiens, il veut le retour de la blouse à l'école. Est-ce que c'est une bonne idée pour la jeunesse, pour l'engager, pour la discipliner? Franchement, pour discipliner la jeunesse, moi je crois à l'éducation, je crois à l'enseignement, à la transmission des valeurs. Maintenant, moi je crois au bienfait de l'uniforme. D'ailleurs, nous portons un uniforme dans un projet qui me tient énormément à cœur, le service national universel. J'ai eu l'occasion de m'exprimer plus d'une fois dessus. Maintenant, l'uniforme est une bonne chose quand il est accepté par les parents, que c'est un projet pédagogique, parce que je crois que ça vient baisser les inégalités dans la cour, ça vient enlever cette pression des marques. On voit plus les pauvres, les riches. Oui, et je crois que c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut encore que ce soit un projet vraiment d'équipe pédagogique pour que ce soit partagé et donc sain. Zemmour veut aussi supprimer l'apprentissage des langues étrangères à l'école primaire. Il dit au primaire, il faut se concentrer sur le français. Eh bien, c'est absolument idiot. Je vais vous le dire comme je le pense, pour une raison toute simple. Tout aujourd'hui, les pédagogues, tous ceux qui accompagnent le développement des enfants, savent que plus on apprend une langue étrangère jeune, plus on la développe tôt, plus on développe en réalité notre capacité d'apprendre les langues, toutes les langues étrangères. Et on sait à quel point l'apprentissage des langues étrangères dans notre pays, ce n'est pas spécialement le trophée. Sa pensée est claire, il vise l'anglais, il vise l'arabe. Mais et encore une fois, ça veut dire quelle est aujourd'hui la connaissance et le fait de tordre l'histoire de Monsieur Zemmour. Aujourd'hui, qu'on apprenne l'arabe, l'espagnol, l'anglais, qu'on apprenne l'hébreu ou après-demain le portugais ou n'importe quelle autre langue, c'est une chance, c'est une richesse. Plus on l'apprend tôt, mieux c'est. Moi, ce que je vois, c'est que cette proposition, elle créera des inégalités avec les familles les plus aisées. Parce que quand vous avez les moyens, vous mettez votre fils ou votre fille, pour certains, dans des établissements ou des maternelles trilingues, bilingues, alors même que quelle est la chance de l'école publique, laïque, républicaine, c'est de permettre à chacun de ses enfants d'apprendre le meilleur et d'aller vers l'excellence. Donc évidemment, nous sommes pour le renforcement de l'apprentissage des langues avec un fondamental, écrire, lire et compter le français. Bien sûr, dès le plus jeune âge. Et Emmanuel Macron, hier, a parlé, lui, de sécurité. Il était en déplacement dans les Alpes-Maritimes. Il veut doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici 2030. Mais comment faire ? En enlevant un maximum de tâches administratives qui alourdissent la vie de nos policiers, mais pas uniquement en recrutant. Vous avez vu que depuis 2017, nous avons recruté 10 000 policiers et gendarmes réellement aujourd'hui sur le terrain et dans nos territoires. Pourquoi ? Parce que la police, parce que les forces de sécurité intérieure ont vécu une saignée claire et nette. Quand on a supprimé, et d'ailleurs c'est le gouvernement dans lequel était Valérie Pécresse, qui a supprimé un certain nombre de policiers et de gendarmes. Aujourd'hui, nous recrutons, nous allégeons la procédure pénale, nous allégerons demain encore plus, évidemment, les tâches qu'on appelle les tâches indues, qui sont les procédures, qui sont les tâches administratives, mais pas que. Il y aura un investissement massif, 15 milliards d'euros sur les 5 prochaines années, avec une loi programmatique qui permettra un investissement extrêmement massif, mais qui ne fait que continuer, parce que jusque maintenant, quel est le réel bilan régalien de ce gouvernement ? 22 lieux de culte fermés sur 99 contrôlés, quasiment 36 attentats déjoués. C'est un jour, tous les jours, il y a un point de deal qui est fermé. Cette loi programmatique, elle va passer au Conseil des ministres, mais elle ne sera appliquée que si vous gagnez les élections.
Je vous l'accorde, mais sauf que les transformations, elles continuent. Nous, ce qu'on a fait, c'est d'abord un bilan. Un bilan, c'est quoi? Des recrutements, une réforme de la procédure pénale pour les mineurs. Tout ça arrive un peu moyens, tard dans le quinquennat, c'est ce qu'on reproche. Regardez, je vraiment, je demande aux auditeurs de prendre comme ça quelques instants pour voir et penser aux nouvelles voitures des policiers et des gendarmes. Qui a fait un investissement aussi massif pour donner des moyens et matériels et humains à la police nationale et à la gendarmerie nationale? C'est nous, monsieur Barbier. Qui donne les moyens et les outils pour utiliser des drones, pour alourdir, et ça, je pense à ça parce que c'est extrêmement important, les condamnations quand une personne consomme volontairement de la drogue et pour qu'elle ne puisse pas s'échapper en disant je n'étais pas conscient et donc alléger ma responsabilité. Nous savons très bien à quoi ça nous fait tous penser. Et bien tout ça, c'est bien la fermeté de cette majorité et de la volonté du président de la République. Le gouvernement devrait aussi pratiquer le triplement de l'amende pour harcèlement de rue, portée à 300 €. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va dissuader les harceleurs? Je vous assure que pour l'instant, la mise en œuvre déjà de cette amende aujourd'hui donne un signal important pour dire non, on ne harcèle pas les jeunes filles ou les femmes dehors dans la rue. La difficulté, c'est de repérer, c'est d'arrêter en flagrant délit. Oui, c'était une difficulté, sauf qu'aujourd'hui, il y a des condamnations, il y a des amendes qui sont émises, et ça, c'est grâce au travail qui a été mené dès le début de ce quinquennat sur les violences faites aux femmes, sur les violences en réalité dans la rue, pour que la sécurité, la paix, simplement le fait de se balader sans se faire embêter, sans se faire harceler dans la rue est un droit et c'est un droit dans notre pays. Et donc, pour alléger également les tâches des policiers, et c'est ça la réalité, flagrant délit, amende immédiate, et on sait très bien que quand vous tapez au portefeuille, ça marche. Plusieurs candidats à la présidentielle réclament le retour de l'anonymat des maires quand ils donnent leur parrainage. Est-ce que vous êtes pour? Non. Je pense que aujourd'hui, la rencontre entre un candidat à l'élection présidentielle et finalement ces parrainages, c'est une rencontre démocratique. C'est le premier moment où on va chercher démocratiquement le soutien de personnes qui ont été élues. Et donc, faut le faire à visage découvert. Moi, je crois que oui. Je crois que comment vous voulez garantir, comment vous voulez gagner en confiance dans un débat démocratique aussi fragilisé quand on voit le taux d'abstention? Si finalement, ceux qui parrainent n'assument pas leur parrainage. Moi, je crois qu'au contraire, un débat démocratique doit avoir lieu dans notre pays. C'est sain, mais il faut assumer les choses. Bon sang, si on n'est pas capable d'assumer, alors on ne dirige pas, on ne gouverne pas. Pour que le débat démocratique ait lieu, faut être candidat. C'est quand la déclaration de candidature du président sortant? Aujourd'hui, on a commencé cette émission en parlant de la situation sanitaire, de la nécessité qu'elle demande de évidemment réinvestir les protocoles. Donc certes. Moi, j'espère très sincèrement et très vivement qu'il soit candidat, et dès que son expression sera faite, évidemment, il saura compter en tout cas sur toute mon énergie et toute ma volonté, parce que je pense que nous avons le projet le plus juste pour la France, et celui qui accompagne en réalité chaque Français comme il est, sans y faire aucune discrimination. Sarah El Haïry, bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité politique sera Guillaume Garot, député PS de la Mayenne.